Bastien, bonjour. Bonjour. Alors, tu es ici cette année en tant qu'attaché de presse du festival, mais en plus en tant que réalisateur. Alors, parle-nous de ton film. Alors, un film, un objet extrêmement hybride en fait que j'appelais instantané. C'est ni de la fiction, c'est ni un documentaire, c'est vraiment un instantané à un temps donné sur le cinéma indonésien, tel qu'il était lorsque j'étais en Indonésie. Je vais le remettre un petit peu dans le contexte, peut-être pour commencer. En fait, c'est avec le festival de Vesoul, on a réfléchi comment mettre en place des tables rondes. On s'est dit, on a toujours plein d'invités, surtout autour du focus d'un pays. On les fait intervenir en introduction, questions-réponses, etc. Mais on n'a jamais rien pensé collectivement. Et je travaille à d'autres festivals. Il y a toujours des tables rondes en fait, quelque chose qui plaît énormément au public parce qu'on ne parle plus seulement d'un seul film mais du cinéma dans son ensemble et très souvent on connaît très peu de choses par rapport à ce pays-là, donc ça intéresse quand même certains cinéphiles et spectateurs. Donc voilà, et on a pensé mais comment emballer un petit peu quelle plus-value on peut donner, et c'est là que Martine m'a dit mais pourquoi tu n'emmènerais pas une caméra avec toi pour interviewer tous les gens que tu rencontres toujours là-bas et raconter quelque chose. Et pour la programmation, parce que j'ai effectivement programmé également le focus dédié au cinéma indonésien, 22 films qu'on a présentés cette année au festival, j'ai commencé des interviews, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, et je me suis fait chier comme un rat mort. Et surtout, je me suis dit, c'est le public qui va se faire chier encore plus si on va balancer que de l'information pendant une demi-heure ou une heure. Et c'est là que je commençais à me dire, voilà, je vais emballer on va faire autre chose, on va essayer de faire un petit film quand même. Donc j'ai pris tout le temps la caméra avec moi, dans les rues, j'ai commencé à tourner tout ce que nous les occidentaux trouvent exotique. Les petits taxis, des vendeurs de rue, de journaux, la pauvreté, mais aussi les bons coins. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? En fait, ça n'a rien à voir avec le cinéma et je pas forcément envie de raconter l'Indonésie dans ce contexte-là. Et l'autre majeure partie de ma journée, je l'ai passée dans la cinémathèque pour faire la programmation. C'était vraiment un lieu un peu magique, un peu bizarre. Vraiment, j'ai eu énormément de difficultés à monter toute cette rétrospective. Personne ne parlait l'anglais, ils n'ont pas internet. Ou alors ça ne marche pas comme on le voit dans le film. Il n'y a même pas de papier pour la photocopieuse tellement ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait. Elle ne sert pas à grand chose autrement qu'à préserver les vieilles copies. Vieilles copies qui sont extrêmement mal entretenues parce qu'ils n'ont pas toujours l'argent pour payer l'électricité. Donc souvent ils ont des coupures d'électricité. Or tu sais que les copies doivent être maintenues à température ambiante. Donc voilà. Et donc je me suis dit, tiens, il y a un lien à faire avec tous ces jeunes réalisateurs qui ont une vraie dynamique, qui veulent aller de l'avant, qui disent on a envie de faire, on a envie de montrer, et de l'autre côté, un lieu hautement symbolique du cinéma indonésien, la cinémathèque, qui empêche en fait le cinéma d'exister. Voilà. C'est à partir de là que je fais une espèce d'objet hybride constitué de 40 minutes d'interview et 20 minutes de séquences inanimées. Et on voit justement à un moment dans le film, on les voit qui ouvrent une boîte de pellicule, la boîte est complètement rouillée, complètement... Et je crois que ça c'est un des films qui a été présenté ici. Alors non, parce que celui-là était vraiment irrécupérable. Ouais. Donc il devait l'être à la base. Oui. Et c'est fréquent qu'on voit des films aussi mal entretenus. Oui, en fait entre le cinéma indonésien est véritablement né en 1926. Et de 1926 à nos jours, il y a à peu près 4000 films qui ont été réalisés, des longs métrages j'entends bien sûr. Et dans la cinémathèque, on va en trouver à peu près 2000 bobines. Là j'inclus aussi du plus court moyen, du 8 mm, 16 mm, 35 mm. Et sur ces 2000, on n'a pas encore tout ouvert, tout regardé, ils n'ont pas de projecteur 8 mm et 16 mm, donc il y a je pense encore des véritables trésors, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont entre leurs mains. Et en tout cas, il y en a pour l'instant 230 identifiés, répertoriés et normalement dites exploitables. Quand j'ai fait ma programmation, je regardais les listes qui existaient pour savoir un petit peu ce qu'ils avaient. J'avais choisi plusieurs classiques grandioses
On a ouvert les copies, ils ont été vérifiés il y a 2 ans, et là, il n'y avait déjà plus de couleur, en fait. Parce qu'ils ont surtout un gros problème. La plupart des copies sont atteintes du syndrome du vinaigre. En très raccourci, en fait, c'est une espèce d'acide qui attaque la péloche et qui efface les couleurs primaires. Voilà, et donc s'ils ne sont pas traités, eh bien ça se périme en 2-3 ans. C'est pour ça que en l'espace de 2 ans, vous avez vérifié si tout a été correct, et ben la péloche avait déjà disparu. Et le gros malheur, c'est qu'il reste pour la plupart du temps plus grand chose, ou alors des vieilles cassettes VHS, ou des espèces de faux télécinéma, où on avait projeté le film 35 souvent sur des draps ou sur un bout de mur, on l'avait cadré comme on a pu. C'est souvent ces versions-là que j'ai pu voir pour faire ma présélection. C'est un truc dégueulasse que tu peux absolument pas montrer dans les festivals ou ailleurs. Et en fait, c'est la dernière version qui existe encore officiellement du film. Okay. Donc il y a plein de choses qui... Voilà. Et donc tu as vu la copie rouillée. Donc, bon, il m'a raconté tout ça. J'ai demandé, montre-moi des exemples types, mais plus visuels, parce qu'encore une fois, la scie, tu ne le vois pas à l'écran. Hein, donc il m'a sorti quelques bonnes vieilles copies rouillées. Oui, et celle-là, elle était vraiment exceptionnelle. Hein. Et très rapidement, on le voit aussi utiliser un espèce de mini marteau. C'est le responsable qui l'a fabriqué lui-même. Donc en fait, c'est un clou. Et de l'autre côté, tu as comment tu appelles ça, un écrou, hein, une espèce de grosse vis là, qu'il a soudé à une mini barre. Donc il s'est fabriqué un mini marteau qui est pile poil la bonne taille pour ouvrir ces boîtes, souvent rouillées, collées, ce que tu veux, et voilà, et sans endommager la pellicule. Après voilà, la pellicule qu'il m'a montré, en fait, elle était dure comme la pierre, il tape dessus, donc tu pouvais même plus la dérouler en fait, c'était devenu de la pierre. Après d'autres tombent plus ou moins en poussière, et d'autres sont donc atteints de ce syndrome de vinaigre. Donc là tu le vois, même la péloche qui s'efface. Mais est-ce qu'ils font régulièrement de la restauration maintenant Alors, il n'y a aucun moyen. Il faut savoir que la Cinémathèque est une institution privée, que le monsieur qui avait mis ça en place est mort, que ses héritiers sont plus ou moins morts. Ceux qui vivent encore ne voient plus l'intérêt de financer, continuer à financer ça, ils préfèrent garder l'argent pour eux-mêmes. L'État, le gouvernement ne fait rien, il n'y a pas beaucoup de mécènes au niveau cinématographique en Indonésie. Donc c'est extrêmement difficile de restaurer. Donc tout ce qui est fait en fait c'est juste nettoyer la péloche pour enlever la poussière, etc. Des champignons. Ouais, c'est ce qu'on voit quand ils prennent un... Voilà, Mazdaos, ouais. Donc en fait il fait ça à longueur de journée. Je ne sais plus combien de péloches il fait par an, donc à chaque fois il passe torchant, mais c'est évidemment totalement insuffisant pour lutter contre les vrais maux. Voilà, c'est ça. Et là, le directeur qui était en place au moment où je suis allé avait fait une demande de subvention à l'État pour numériser 30 films, parce qu'il n'y a aucune numérisation qui est faite pour l'instant, et ça a été refusé. Donc, d'accord, donc il y a encore tout à faire dans ce pays. Tout. Au niveau cinématographique. Et tu es parti combien de temps alors pour faire ce tournage? C'était mon deuxième voyage et je suis parti un bon mois. Et après le montage, tout ça, la sélection des scènes parmi les rushs Alors, par rapport au travail de programmation, j'avais fait déjà un vrai travail en amont. En fait, depuis 4-5 ans, j'ai visionné 1300 films sur 2400 qui sont encore visionnables. Et j'ai regardé pas mal d'autres choses qui n'existent qu'à la Cinémathèque, que tu ne trouves aucune copie par ailleurs pour pouvoir juger un petit peu. Donc ça c'était mon gros du travail, vraiment visionner encore, vérifier l'état des copies, etc. Ça m'a pris énormément de temps. Et puis le tournage en lui-même a duré à peu près 2 semaines, on va dire. Et puis la post-production eh bien, a été un peu étalée sur plusieurs semaines. Parce que j'avais un programme extrêmement chargé cette année, et Vesoul aussi, la préparation du festival de Vesoul m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc j'ai fini vraiment dans la dernière ligne droite à accumuler les nuits blanches pour finir le montage. Donc je pense que j'ai eu 2 semaines de post-production là où j'aurais bien voulu en avoir 2 mois. Parce que je suis revenu avec 33 heures de rush, donc de matériel filmé, pour en faire un 60 minutes. Après j'avais évidemment un point de vue que je voulais mettre, j'avais guidé mes questions.
dans un sens où donc je savais déjà ce que je voulais faire et donc j'ai pu extraire rapidement, si tu veux, tout ce qui est interview, mais j'ai réécouté quand même tout ce qui s'est dit. Effectivement, il y avait certains passages que j'avais totalement oubliés, que j'ai pu pour assembler les pièces de puzzle, quoi. Plus les passages à redoubler. Oui, ça c'est autre chose qui m'est tombé dessus, le défaut de l'amateur. Hein. Donc j'avais juste donc une caméra et un petit assistant, notamment pour les traductions, etc., pour faciliter aussi l'approche avec les gens. Et en fait, il me disait, allez, on peut rouler avec une prise de son direct, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas, parce qu'on a eu quand même beaucoup de bruit d'ambiance autour, donc même si c'était une bonne caméra qui a bien pris le son en face, il a aussi pris l'imam qui commençait tout d'un coup à prier à 3h, 4h de l'après-midi, la bande de skaters hein, qui a décidé de faire du skate juste à côté de l'intervenant, etc. Donc on m'a dit, je suis toujours un peu sceptique parce que le son était quand même assez bon, mais sur un petit écran ça passe, sur un grand écran l'oreille est beaucoup plus dérangée évidemment. Et donc voilà, pour bien faire les choses, j'ai décidé de faire un doublage avec 6 comédiens qui doublent 12 intervenants. Ok, et c'est une bonne expérience alors pour toi au final? Carrément. Ouais. Et tu vas recommencer? Ah, très rapidement. Je suis un peu frustré par tout ce que j'ai pu faire de travers. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de recommencer. En fait, pendant le tournage, j'ai eu l'idée d'un deuxième documentaire qui traite toujours du cinéma indonésien, toujours d'une certaine suspension du temps. Donc je pense le tourner cet été. En fait là il y a un peu de travail de recherche parce que je vais sortir de Jakarta. Ça va être encore un documentaire en 2 parties si tu veux, en 2 volets. D'un côté je vais suivre des cinémas ambulants qui existent toujours en fait, qui se déplacent dans des petits villages. Comme ça me permettra de faire un peu de tourisme en même temps. Et de l'autre côté je vais parler du cinéma d'exploitation des années 80. Parce que voilà, ces péloches en fait, dans les cinémas ambulants, historiquement, ont toujours été projetés encore de nos jours. Et donc là, tu peux faire un joli parallèle. Et il y a un troisième qui est en pré-production, mais avec une vraie société de production derrière moi, qui se tournerait en France, près de chez moi en Bretagne, et qui aurait encore qui tournerait encore autour de la notion de suspension du temps. Donc finalement là, je vais m'écarter un peu du cinéma pour parler d'autre chose. Et tout, juste pour finir sur le documentaire qui a été présenté à Vesoul, donc il a été présenté face à nos invités en fait, qui l'ont découvert, hein, indonésiens, et donc il y a la réalisatrice Nia Dinata qui a beaucoup aimé, qui va m'assister sur un remontage. On va faire une version un peu plus longue, d'1h30, pour le diffuser en Indonésie en tout cas. Parce qu'elle a senti, enfin elle voit une utilité. Si pour sensibiliser les voilà. Indonésiens. C'est beaucoup de choses, comme j'aborde quand même pas mal aussi de sujets sensibles. Elle est très sensible aux sujets sensibles, donc elle voit un vrai intérêt à ça. Inch'Allah. Ok. Eh ben, écoute, bon courage et puis j'espère revoir un film ici. Merci, Ciné Alliance.